Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Il est où le reste du gâteau? Je l'ai mangé. Mais c'était pour l'anniversaire d'Obi. Oui, mais je croyais que c'était pour le mien. Mais c'est dans 6 mois 10 ans, à peu près. Oui, bah disons que j'ai pris un peu d'avance. Vous n'y êtes pas là, les amis. C'est pas un anniversaire? Si, mais pas comme vous le pensez. C'est l'anniversaire des 40 ans de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Du coup, je voulais en profiter, vu qu'aujourd'hui, le jour de la sortie de la vidéo, ça fait 40 ans jour pour jour, pour expliquer ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Tant que vous êtes là, on fait le truc à 3? Titre. Bonjour les padawans de la physique, Obi pour vous servir. Comme je l'ai dit dans l'intro, je vais pas répondre à une de vos questions. Je vais expliquer étape par étape ce qui s'est passé le 26 avril 1986 sur le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Commençons par parler du type de réacteur qui est utilisé dans la centrale de Tchernobyl. Parce que évidemment, c'est pas ceux que nous on connaît, c'est pas ceux qu'on a dans le parc français, c'est pas un réacteur à eau pressurisée, c'est un RBMK. Alors voyons un petit peu ce que c'est et surtout comment ça fonctionne. Comme vous vous en doutez, ces réacteurs sont de conception soviétique. Sans déconner. Mais à la base du fonctionnement de ce type de réacteur, eh bien on a la même chose que le fonctionnement des réacteurs à eau pressurisée de chez nous, comme je vous le disais tout à l'heure. À savoir la fission nucléaire. La fission nucléaire, on l'a déjà vu en long, en large et en travers sur cette chaîne, mais s'il y a des nouveaux, je vais quand même la réexpliquer. Ce qu'on va vouloir faire, c'est fissionner un noyau d'uranium-235. Et le principe c'est quoi? Eh bien c'est d'envoyer un neutron vers ce noyau d'uranium-235. Le noyau, lui, il va absorber le neutron, et ça va le déstabiliser. Il va donc chercher à être stable, il va chercher la stabilité. Pour ce faire, le noyau d'uranium-235 va se scinder en deux, pour créer deux noyaux plus petits, tout en émettant 2 à 3 neutrons en moyenne. Mais le truc, c'est que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette réaction va produire de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Et évidemment, cette énergie, c'est ça qui nous intéresse. C'est elle qui va nous permettre de faire chauffer de l'eau, la faire chauffer pour l'emmener jusqu'à ébullition, et donc la faire passer de l'état liquide à l'état vapeur. Et là, si vous avez suivi mes anciennes vidéos, vous dites qu'il y a un truc de bizarre. En fait, c'est pas vraiment bizarre, c'est juste que les RBMK ont un fonctionnement différent. C'est-à-dire que l'eau qui est en contact du cœur du réacteur, c'est elle qui va bouillir. Il n'y a pas deux circuits comme sur les réacteurs à eau pressurisée. Il n'y a pas un circuit primaire qui reste en eau et un circuit secondaire qui, lui, va bouillir. Dans un RBMK, c'est la même eau qui va être chauffée et vaporisée. Et pour la suite, vous vous doutez bien, c'est comme le reste des réacteurs nucléaires qu'on a déjà vu sur la chaîne. La vapeur sous pression va être envoyée vers des turbines. Cette vapeur va faire tourner ces turbines. Sauf que les turbines, elles sont accouplées à des alternateurs qui fournissent de l'électricité quand ils tournent. Donc la turbine tourne, l'alternateur aussi, et ça fournit de l'électricité sur le réseau électrique. Donc là, c'est le fonctionnement générique d'un RBMK, mais il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas dit. Je ne vous ai pas expliqué d'où venait l'énergie libérée par les fissions nucléaires. Et donc cette énergie, elle vient de ce qu'on appelle la perte de masse après la fission nucléaire. Parce que oui, si on prend ce qu'il y avait avant la fission, à savoir le noyau d'uranium et le neutron, et qu'on les pèse, qu'on fait la fission, et qu'ensuite on récupère les deux noyaux plus les neutrons et qu'on les pèse, eh ben on se rend compte qu'on a perdu quelque chose entre les deux. C'est plus lourd avant qu'après, alors qu'il y a exactement le même nombre de neutrons et de protons, ça change pas. La masse perdue a libéré de l'énergie grâce à la fameuse formule que vous connaissez tous, même si vous étiez nuls en maths, la formule de Weber, E égale mc². L'énergie libérée, c'est la masse, donc la masse perdue là, fois la vitesse de la lumière au carré dans le vide, qui est une constante, et donc avec cette formule, on est capable de quantifier cette énergie. La masse, c'est de l'énergie en somme. Le problème, c'est que pour que notre réaction en chaîne soit maintenue, pour que les fissions s'auto-entretiennent si vous voulez, il faut augmenter la probabilité de fission, la probabilité qu'un neutron rencontre un noyau d'uranium-235. Et pour augmenter cette probabilité, il va falloir que les neutrons soient ralentis. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'il y a une fission, les 2 à 3 neutrons là qui sont créés, eux ils sont rapides, ils vont très vite. Et nous on veut faire diminuer cette vitesse. En fait on dit qu'il faut modérer les neutrons. Si vous voulez une image, en voici une que j'utilise très souvent. Pensez à un piéton qui traverse une autoroute. S'il traverse en courant, il aura forcément moins de chances, moins de probabilité d'être percuté par une voiture. Et donc pour augmenter la probabilité qu'il y ait une collision entre le piéton et la voiture, il faut que le piéton soit ralenti. Bien sûr, comme je l'ai dit, ce n'est qu'une image, mais ça peut permettre de comprendre un peu le principe. Maintenant qu'on a dit ça, revenons donc à nos moutons. Dans un réacteur à eau pressurisée, ça on l'a déjà vu plein de fois, pour modérer les neutrons, pour les ralentir, on utilise l'eau. L'eau qui est dans la cuve du réacteur.
Et cette eau, elle sert aussi de caloporteur. C'est-à-dire qu'elle récupère les calories émises par les fissions pour les envoyer au générateur de vapeur et donc créer de la vapeur. Et dans un RBMK, c'est pas comme ça que ça marche. Le modérateur et le caloporteur, ce sont deux choses différentes. Le modérateur, c'est du graphite. C'est un matériau qui peut être assimilé à du carbone cristallisé. C'est un assemblage de plusieurs atomes de carbone qui forment un matériau spécifique, le graphite. Et donc c'est ça qui va ralentir les neutrons. Les neutrons qui vont effectuer des collisions avec le graphite vont donc perdre de leur énergie cinétique et donc vont être ralentis. Pour le caloporteur par contre, c'est bien de l'eau. De l'eau légère, H2O, comme dans un réacteur à eau pressurisée. Cette eau va donc traverser les canaux du cœur afin de, comme on l'a dit tout à l'heure, récupérer les calories des fissions pour être elles-mêmes portées à ébullition. Ce détail vous semble peut-être anodin. Et pourtant, vous allez voir qu'il change tout. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, ralentir les neutrons, c'est permettre à la réaction nucléaire de continuer efficacement. Le graphite est donc essentiel pour maintenir la réaction en chaîne. Et l'eau, ça je vous l'ai dit, c'est le caloporteur, elle récupère les calories du cœur. Si elle récupère les calories du cœur, vous vous rendez compte qu'elle a un rôle quand même aussi très important. Ça veut dire qu'elle refroidit le cœur. Parce que si l'eau ne récupère pas les calories, le cœur va monter en température pour aller jusqu'à la fusion. Mais l'utilisation de l'eau légère entraîne malgré tout un problème, parce que l'eau légère a une tendance à absorber du neutron. Autrement dit, elle agit comme un frein partiel à la réaction nucléaire. Et cette dualité va devenir un problème majeur lorsque les conditions vont changer dans le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Mais n'allons pas trop vite, on verra ça tout à l'heure. Dans un réacteur nucléaire, tout n'est qu'une question d'équilibre. La réaction en chaîne doit être stable. Et donc pour contrôler cette réaction en chaîne, on va utiliser ce qu'on appelle des barres de contrôle. Ces barres de contrôle, elles sont composées d'un élément qu'on appelle neutrophage, qui va bouffer du neutron, qui va absorber du neutron. Dans un RBMK, les barres de contrôle sont en bord. Sur d'autres réacteurs, elles peuvent être composées d'autres éléments, comme de l'hafnium ou même du cadmium. Bref, l'important, c'est juste d'avoir un élément qui absorbe des neutrons. Et donc, vu ce que je viens de vous dire, si on les insère dans le cœur du réacteur, eh bien, il va y avoir plus de neutrons qui vont être absorbés. Dans ce cas-là, il y a donc moins de fission. Et à l'inverse, si on retire les barres de contrôle du cœur du réacteur, il y a moins de neutrons d'absorbés, il y a donc plus de fission. Le mouvement des barres de contrôle là que je viens de vous expliquer joue en fait sur ce qu'on appelle la réactivité. Dans la vidéo ici, je vais juste expliquer ça très rapidement. Si le sujet de la réactivité vous intéresse vraiment et que vous voulez rentrer dans le détail, j'en ai fait une vidéo juste ici. Tout à l'heure, on a vu qu'une fission produisait 2 à 3 neutrons. Ça voudrait dire que grâce à ces 2 à 3 neutrons, je pourrais faire 2 à 3 fissions derrière. Et donc à ce moment-là, j'aurais entre 6 et 9 nouveaux neutrons qui pourraient faire potentiellement des nouvelles fissions. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On voit qu'on a un risque d'emballement de la réaction nucléaire. Et bien c'est justement pour éviter ça qu'on a les barres de contrôle que je viens de vous expliquer juste avant. Elles permettent d'avoir une réaction en chaîne stable. Un neutron produit un neutron. Mais j'insiste, on parle bien de moyenne. C'est en moyenne qu'on a un neutron qui produit un neutron. À ce moment-là, on dit que la réactivité est nulle. Elle est égale à 0. 0 de la vengeance. 0 le vengeur masqué. Si maintenant je lève les barres de contrôle, on a dit tout à l'heure, il y a moins de neutrons d'absorbés. Il y a donc plus de fission. Et donc, à partir d'un neutron, je vais en créer plus que 1 en moyenne. Et à l'inverse, si je baisse les barres de contrôle dans le cœur, ma réactivité est négative. C'est un système simple en apparence, mais en pratique, il est soumis à des phénomènes plutôt complexes. Et un de ces phénomènes qui va être extrêmement important pour comprendre l'accident de Tchernobyl, c'est l'empoisonnement neutronique. Lorsqu'un réacteur fonctionne, il fait des fissions, ça on l'a vu, et on a vu que le noyau d'uranium-235 va produire des nouveaux noyaux plus petits. Ces nouveaux noyaux sont appelés des produits de fission. Et donc pendant le fonctionnement du réacteur, il va y avoir la création de plein de produits de fission. Et certains de ces produits de fission sont comme les barres de contrôle qu'on a vu tout à l'heure. Ils sont neutrophages. Ils absorbent des neutrons. Parmi eux, le plus chiant, c'est le xénon 135. Ce gaz est une véritable éponge à neutrons. Comme je vous l'ai dit, c'est un produit de fission, il est donc produit pendant le fonctionnement du réacteur. Sauf que pendant le fonctionnement du réacteur, il va bouffer du neutron et devenir stable derrière. Ce qui fait que quand le réacteur est à un niveau de puissance stable, eh bien on est stabilisé sur la concentration en xénon. Ce qui ne pose donc pas vraiment de problème. Le problème, c'est lorsque la puissance est fortement réduite. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit. Le xénon 135 n'est pas créé uniquement par les fissions. Il apparaît aussi grâce à un autre produit de fission. L'iode 135. En fait, l'iode 135 est un élément radioactif. Il va donc émettre un rayonnement et se désintégrer pour produire du xénon 135.
Ça veut dire que même si on arrête le réacteur, on a accumulé une certaine concentration d'iode 135 qui va donc décroître pour devenir du xénon 135. Et donc on va avoir apparition de xénon même après l'arrêt du réacteur. Pour bien comprendre le principe, il va falloir imaginer une baisse conséquente de la puissance du réacteur. On va imaginer la plus grosse baisse possible, c'est-à-dire l'arrêt du réacteur. Le xénon 135 ne peut pas devenir du xénon 136 parce que pour ce faire, il faut qu'il absorbe des neutrons. Je viens d'arrêter le réacteur, il n'y a donc plus de neutrons à absorber. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a créé pendant le fonctionnement du réacteur une réserve d'iode 135. On a donc une réserve d'iode 135 qui va devenir du xénon 135 par désintégration. Je vais donc accumuler de plus en plus de xénon 135 dans mon réacteur. En parallèle, le xénon 135, qui lui aussi est radioactif, va se désintégrer en césium 135. Et donc il va y avoir une augmentation du xénon dans le réacteur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'iode et que le xénon se désintègre. C'est pour ça que la concentration en xénon 135 a cette forme de bosse. D'abord une augmentation de concentration et puis quand il n'y a plus d'iode, ça redescend. Et on voit d'ailleurs sur la courbe que le pic de concentration en xénon se produit à environ 10 heures après l'arrêt du réacteur. Et vous allez voir que dans notre histoire, ça va avoir vraiment son importance. Putain. Rien compris, moi. Si ça vous semble trop compliqué, imaginez deux réservoirs d'eau. Le premier est plein et le deuxième est vide. Chacun a un robinet. Le robinet du premier réservoir est ouvert en grand, alors que celui du deuxième est très peu ouvert. L'eau dans le premier réservoir représente l'iode 135, alors que l'eau dans le deuxième représente le xénon 135. Le niveau d'eau monte dans le deuxième réservoir, puis diminue. Vous venez donc de comprendre comment un réacteur est empoisonné par du xénon. Maintenant qu'on a vu tout ça, on est armé pour expliquer ce qui s'est passé le 26 avril 1986 sur le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Merde, j'espère que vous avez une chute à tout ça parce que l'intro est comaque. Dans la journée du 25 avril 1986, un essai de sécurité doit être réalisé sur le réacteur numéro 4. Cet essai visait à répondre à une faille identifiée sur la sûreté du réacteur. En effet, en cas de perte d'alimentation électrique externe, les pompes de refroidissement du cœur doivent continuer à fonctionner pour éviter une surchauffe de celui-ci. Et oui, les produits de fission sont des éléments radioactifs. Ils produisent donc des rayonnements, même après l'arrêt du réacteur. Ces rayonnements créent de la chaleur au sein du cœur, chaleur qu'il va falloir évacuer. Et si vous voulez en savoir plus sur la radioactivité, je viens juste de sortir une vidéo en même temps que celle-ci sur le sujet. Sauf que les diesels de secours mettent entre 40 et 60 secondes à démarrer, créant une intervalle dans laquelle le refroidissement n'est plus assuré. Le but de l'essai, c'était d'arrêter d'alimenter en vapeur les turbines, qui allaient continuer à tourner sur leur inertie, et donc ça allait faire de même pour les alternateurs, qui allaient fournir une tension qui allait diminuer certes dans le temps, mais continuer à alimenter les pompes de réfrigération, le temps que le diesel de secours se mette en route. Bien que ce test ait déjà été réalisé auparavant, ces résultats n'avaient pas été jugés satisfaisants, ce qui explique sa répétition en 1986. La préparation de l'essai débute dans la matinée du 25 avril. Le réacteur fonctionne donc à pleine puissance, environ 3200 MW thermiques. Et pour l'essai, il fallait que le réacteur soit à environ 700 MW thermiques. Les opérateurs commencent donc à diminuer la puissance des réacteurs petit à petit. Toutefois, dans l'après-midi, un événement extérieur vient perturber le déroulement de l'essai. Et ouais Michel, parce que là, tu vois, on commence à descendre la puissance, tout ça, tranquille, de toute façon l'essai ça va bien se passer. Centrale nucléaire de Tchernobyl, bonjour. Allô, c'est le contrôleur du réseau électrique de Kiev. Oui, je sais, je téléphone avec du lave-vitre. Putain, t'es descendu si bas que ça, tu voles les blagues de Yann. Zut! On a un problème, on a une centrale nucléaire d'Ukraine Sud qui vient de s'arrêter, on sait pas pourquoi. Arrêtez la descente en puissance et maintenez la production comme elle est actuellement. Vous ferez votre essai plus tard. Oh les gars, ouais, je suis un russe du sud. Il y a le connard là qui demande qu'on arrête de baisser la puissance, on est obligé de rester comme ça. Oh, on vous entend, hein. Ah oui, pardon. Ouais, il y a la connasse aussi. Le réacteur est donc maintenu à puissance intermédiaire pendant plusieurs heures, ce qui retarde considérablement l'essai. Les opérateurs viennent donc de baisser drastiquement la puissance. Et qui dit baisse de puissance, dit accumulation de xénon 135. On l'a vu tout à l'heure. Et ce n'est qu'en fin de soirée, vers 22 h, que les opérateurs peuvent reprendre la descente en puissance. Sauf que l'ingénieur en chef qui est responsable de l'exercice, Anatoly Dyatlov, il n'est pas là. Et en plus, il n'arrivera qu'à 23 h. Et quand il arrive, il dit à l'équipe présente, écoutez les gars, il est 23 h, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la relève de quart, et puis c'est l'équipe de nuit qui fera l'essai. Et là, le truc déjà important à comprendre, c'est que l'équipe là qui est présente actuellement, s'était préparée pour l'essai. Alors que l'équipe qui arrive là, l'équipe de nuit, eux, ils ont rien préparé.
Bah, eux, normalement, quand ils arrivaient, l'essai il était terminé. Et en plus, si vous regardez bien, on est environ 10 heures après la baisse de puissance du réacteur. La concentration en xénon 135 est donc en train de fortement monter. On s'approche de sa valeur maximale. Et comme prévu, à minuit, l'équipe de nuit entame la descente à 700 MW thermique sur le réacteur. Et là, chose inattendue pour l'équipe, la puissance elle continue à diminuer alors qu'il touche à rien. Bon, en fait, c'est normal, vous le savez, je vous l'ai expliqué, le réacteur est empoisonné. Le xénon est en train d'absorber du neutron. Beaucoup de neutrons. Il y a donc moins de fission. La puissance diminue toute seule. Et à minuit 28, la puissance est rendue à 500 MW thermique. C'est à ce moment que Top2Nov, un opérateur jeune et inexpérimenté, va faire une erreur. Il arrête la régulation de certaines barres de contrôle, ce qui entraîne la puissance du réacteur à 30 MW thermique. Dans un monde normal, c'est-à-dire pas soviétique, on attend qu'il y ait plus de xénon dans le cœur du réacteur, on le redémarre et on reprend l'essai. Mais à Tchernobyl, on est dans un monde soviétique. Top2Nov prend le contrôle manuel des barres de contrôle et les retire une à une du cœur. Et en fait, c'est logique dans leur tête. La puissance du réacteur est en train de diminuer. Pour augmenter la puissance, il faut faire plus de fission. Comment faire plus de fission? Il faut qu'il y ait plus de neutrons. Pour qu'il y ait plus de neutrons, il faut qu'il y ait moins de barres de contrôle dans le cœur. Moins de barres de contrôle, moins d'absorption, plus de fission. En fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de compenser l'effet du xénon. Et ça marche. À 1 h du matin, le réacteur est stabilisé à 200 MW thermique. Mais par contre, il n'y a quasiment plus de barres de contrôle dans le cœur. Parallèlement à tout ça, il va se passer des choses. Parce qu'il faut bien comprendre que Dyatlov, il veut le faire son test. Il veut le faire à tout prix. Du coup, plusieurs systèmes de sécurité sont volontairement désactivés. Dans la tête de Dyatlov, il veut éviter à tout prix un arrêt automatique du test qu'il veut réaliser et réussir. Le réacteur se retrouve alors dans une configuration plutôt dangereuse, instable, mal contrôlé et privé de ses protections automatiques. Et surtout, il est dans une zone où un autre phénomène, encore plus dangereux, va pouvoir s'exprimer pleinement. Il est 1 h 23 du matin et Dyatlov donne l'ordre de commencer l'essai. L'alimentation en vapeur de la turbine est coupée, ce qui entraîne son ralentissement progressif. Et comme je vous l'ai expliqué brièvement tout à l'heure, la tension électrique délivrée par les alternateurs qui sont accouplés aux turbines baisse en même temps que ce ralentissement. Cette tension électrique là qui baisse, c'est celle qui alimente les pompes de refroidissement. Si la tension électrique baisse, alors la vitesse de rotation des pompes baisse aussi. Ce qui fait que le refroidissement diminue au fur et à mesure de l'arrêt de la turbine. L'eau liquide là qui était au niveau du cœur commence donc à s'évaporer, ça commence à bouillir. Et donc là, à ce moment-là, pour comprendre ce qui va se passer après, il va falloir que je vous parle de ce qu'on appelle le coefficient de vide. Pour comprendre ce terme, il faut imaginer ce qui se passe quand l'eau qui traverse le cœur commence à se mettre à bouillir. Lorsque l'eau liquide devient vapeur, la densité de l'eau diminue. Ça veut dire que dans un même espace, les molécules d'eau vont s'écarter. Il y a, si vous voulez, plus d'espace entre les molécules d'eau. Ça veut dire que les neutrons rencontrent moins souvent ces molécules d'eau. Et on a dit tout à l'heure que l'eau légère avait tendance à absorber du neutron. S'il y a moins de contact entre les neutrons et les molécules d'eau, il y a donc moins d'absorption de neutrons. Il y a donc plus de neutrons pour faire des fissions. Il y a donc plus de fissions et la réactivité donc augmente. Et c'est là que le piège se referme. Oui, Jamy, c'est pas sorcier, on sort les maquettes aussi. Plus la réaction s'intensifie, plus la température augmente et plus l'eau se transforme en vapeur, et plus il y a de vapeur, et plus la réaction s'emballe. C'est une boucle de rétroaction positive, un système qui s'auto-amplifie. Et dans certaines conditions, cette amplification peut devenir extrêmement rapide. Dans les réacteurs à eau pressurisée, ceux qu'on a en France, ce problème est évité grâce à une conception différente. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'eau qui est dans la cuve de mon réacteur à eau pressurisée sert de modérateur. Mais, tout comme dans un RBMK, elle absorbe un peu des neutrons aussi. Mais si elle chauffe, voire même si elle va jusqu'à l'état de vapeur, là on aura le même phénomène. Les molécules d'eau vont commencer à s'écarter. Il y a donc moins de contact entre les neutrons et les molécules d'eau. Il y a donc moins d'absorption. Et donc là, vous allez me dire, du coup, c'est pareil, il va y avoir plus de fission. Eh bien non. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est le modérateur. Ça veut dire que si j'ai moins de contact entre mes molécules d'eau et mes neutrons sont moins ralentis. S'ils sont moins ralentis, on fait moins de fission. Et ce phénomène est prépondérant par rapport à l'absorption des neutrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je chauffe l'eau dans un réacteur à eau pressurisée, la densité va diminuer, ça va moins ralentir les neutrons, je vais donc avoir moins de fission, ma réactivité diminue. C'est l'inverse d'un RBMK. Ah oui d'accord. Ah d'accord. On dit donc que dans un RBMK, le coefficient de vide est positif
Et dans un réacteur à eau pressurisée, le coefficient de vide est lui négatif. Revenons à l'essai qui vient de commencer. Comme dit tout à l'heure, l'eau est en train de passer de liquide à vapeur par manque de refroidissement. Plus de vapeur dit densité qui diminue, dit donc moins d'absorption de neutrons, dit donc plus de fission. Mais qui dit plus de fission dit plus de chaleur. Donc densité qui diminue, donc moins d'absorption de neutrons, donc plus de fission, etc., etc., etc. Le phénomène s'auto-alimente. Il s'accélère même. Et en quelques instants, la situation échappe totalement aux opérateurs. Les instruments commencent à afficher des valeurs incohérentes. La puissance augmente, mais pas de manière linéaire. Elle grimpe par à-coups, de plus en plus rapidement. Les opérateurs comprennent que quelque chose ne va pas. Mais à ce stade, il est déjà difficile d'intervenir efficacement. À 1h23 et 45 secondes, face à cette situation incontrôlable, une décision est prise. L'arrêt d'urgence est déclenché. Le bouton AZ5 est pressé. Là, c'est le dernier recours. C'est la dernière procédure pour arrêter le réacteur en insérant toutes les barres de contrôle dans le cœur. En théorie, normalement, là, c'est la fin de l'incident. Sauf que là, on va voir le premier défaut de conception des RBMK. L'insertion d'urgence des barres de contrôle ne se fait pas par gravité en 2 secondes comme sur les réacteurs à eau pressurisée. Elles mettent plus de 20 secondes. Sauf que les barres, là, elles descendent pas à la vitesse prévue, elles vont moins vite. À ce moment-là, l'équipe décide de carrément couper l'alimentation électrique des barres de contrôle pour justement les faire tomber par gravité. Lorsque les barres de contrôle commencent à descendre, un phénomène inattendu se produit. Leur conception comporte elle aussi un défaut. Leur embout est en graphite. C'est le même matériau que le modérateur du réacteur. Ça signifie que lorsqu'elle pénètre dans le cœur du réacteur, elle remplace d'abord l'eau présente dans les canaux par du graphite. Or, contrairement à l'eau, le graphite n'absorbe pas les neutrons, il les ralentit, ce qui augmente temporairement la réactivité. Et donc pendant quelques secondes, la puissance du réacteur qui devait diminuer augmente drastiquement. En vrai, dans un réacteur stable, cet effet serait négligeable. Mais ici, dans un réacteur déjà au bord de l'emballement, il agit comme une étincelle dans un baril de poudre. La réaction nucléaire s'intensifie de manière extrêmement rapide. La puissance ne double pas, elle ne triple pas. Elle explose littéralement. En quelques fractions de seconde, la puissance du réacteur atteint des dizaines de fois sa capacité nominale. Les éléments combustibles commencent à se désintégrer. Les structures internes du réacteur ne peuvent pas résister à une montée en énergie aussi grande. Les tubes de circulation de l'eau se rompent. La pression est en train d'augmenter de manière fulgurante. Puis c'est la première explosion. Une explosion de vapeur provoquée par la montée en pression à l'intérieur du réacteur. Elle est suffisamment puissante pour soulever la dalle en béton qui recouvre le réacteur. Cette dalle pèse plusieurs centaines de tonnes et elle est déplacée comme si elle ne pesait rien. Le cœur du réacteur est alors exposé à l'air libre. Première explosion? Et oui, parce que ce n'est pas terminé. Quelques instants après, une seconde explosion se produit. Cette fois, elle est encore plus violente. Elle est liée au dihydrogène créé par la radiolyse de l'eau. Vous allez voir, la radiolyse de l'eau, c'est pas si compliqué que ça. Vous connaissez certainement la molécule d'eau, H2O, où les atomes d'hydrogène sont reliés à un atome d'oxygène par des liaisons covalentes. Eh bien, ces liaisons, elles peuvent être cassées par les rayonnements quand on arrive à une dose de rayonnement telle qu'il y a eu dans le réacteur de Tchernobyl. On se retrouve donc avec des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène qui vont se recombiner entre eux, formant du dihydrogène, H2, et du dioxygène, O2. Et donc dans le réacteur numéro 4 de Tchernobyl, il y a une chaleur tellement intense que l'accumulation de dihydrogène s'est mise à exploser. Cette deuxième explosion projette des fragments de cœur à l'extérieur du réacteur. Mais pas que. Des matériaux extrêmement radioactifs se retrouvent dispersés dans l'environnement. Contrairement aux réacteurs occidentaux, il n'y a pas d'enceinte de confinement capable de retenir les matériaux radioactifs. Tout ce qui se trouve dans le cœur est désormais en contact direct avec l'atmosphère. L'air s'emplit de particules invisibles, mais extrêmement dangereuse. À ce moment précis, le réacteur est donc détruit. Mais les conséquences, elles, ne font que commencer. Le graphite, exposé à l'air, commence à s'enflammer. Un incendie se déclare dans le cœur du réacteur. Les opérateurs dans la salle de contrôle ne comprennent pas immédiatement ce qui vient de se produire. Certains pensent même encore que le réacteur est intact. D'autres réalisent progressivement que quelque chose de catastrophique vient d'arriver. Mais il est déjà trop tard pour agir sur le réacteur lui-même. Dans les minutes qui suivent, des équipes sont envoyées sur place, pas pour comprendre la situation. À ce moment-là, personne ne mesure encore pleinement la gravité de l'accident. Et ce qui rend cet accident encore plus marquant, c'est qu'au moment où le bouton d'arrêt d'urgence est pressé, les opérateurs sont persuadés de faire ce qu'il faut. Ils tentent de sauver le réacteur. Mais à cause de la conception même du RBMK, cette action enclenche l'événement qu'ils voulaient éviter. Et vous l'avez vu juste avant, en quelques secondes, tout a basculé. Le monde entre dans une des catastrophes nucléaires les pires de son histoire. Il faut bien prendre en compte que suite à l'explosion, le graphite qui est en feu, il agit comme une cheminée. Il projette en l'air des particules radioactives.
particules qui vont s'élever à plusieurs kilomètres d'altitude. Et bien sûr, ces particules vont être ensuite transportées par des vents sur des milliers de kilomètres. L'Europe entière sera touchée, mais à des degrés différents. Dans les heures qui suivent l'explosion, les équipes d'intervention arrivent sur place. Les pompiers vont monter sur le toit du réacteur sans protection adaptée. Ils éteignent les incendies visibles tout autour, sans se rendre compte que le danger autour d'eux, lui, est bien invisible. L'exposition au rayonnement qu'ils vont subir est extrêmement élevée. Beaucoup d'entre eux recevront une dose mortelle en quelques minutes seulement. Très rapidement, des symptômes visibles apparaissent sur les personnes qui ont été exposées. Nausées, vomissements, fatigue extrême, ce sont les premiers signes du syndrome d'irradiation aiguë. Plus les heures passent, plus les conséquences deviennent irréversibles. Face à l'ampleur de la catastrophe, les autorités soviétiques doivent réagir rapidement. Des milliers de personnes sont mobilisées pour contenir les conséquences de l'accident. On les appellera plus tard les liquidateurs. Leur mission est de nettoyer, de sécuriser, de limiter la propagation de la radioactivité. C'est un travail extrêmement dangereux, souvent réalisé avec des moyens limités. Le but là, ça va être de limiter les conséquences de l'accident. Des hélicoptères vont survoler le réacteur pour y déverser du bord, du sable et plein de matériaux. Pendant qu'au sol, des équipes essayent de déblayer les débris hautement radioactifs. Il y a des tâches qui sont impossibles à faire par des machines. En fait, les rayonnements empêchent le fonctionnement de ces machines. Eh bien, elles vont être réalisées par des hommes qu'on envoie faire le boulot, mais que quelques dizaines de secondes. Le but étant de limiter l'exposition au rayonnement de ces travailleurs. Malgré ces efforts, la situation reste critique pendant plusieurs jours. Il faudra du temps, des sacrifices humains et des moyens considérables pour stabiliser la situation. Mais bon, si ce sujet vous intéresse et si vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails, dites-le moi en commentaire, je pourrais faire une deuxième vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé réellement après l'explosion. Le but de la vidéo, c'était vraiment de voir quels sont les événements qui ont conduit à l'explosion du réacteur. Je pense que vous avez compris au fur et à mesure des explications les grosses différences qu'il y a entre les réacteurs RBMK de l'époque et les réacteurs eau pressurisée. Les RBMK n'avaient pas d'enceinte de confinement, les réacteurs eau pressurisés en ont. Le coefficient de vide est positif dans les RBMK, il est négatif dans les réacteurs à eau pressurisée. Sans parler de la conception des barres de contrôle avec les embouts au graphite dans les RBMK qui n'existent bien évidemment pas dans les réacteurs à eau pressurisée. Tout ça ne signifie pas que le risque d'accident nucléaire est nul sur les réacteurs à eau pressurisée. Aucun système complexe n'est totalement sûr. Mais ça signifie que le type d'accident survenu à Tchernobyl, basé sur une instabilité du réacteur et surtout amplifié par sa conception, est impossible dans ce contexte. Donc la prochaine fois qu'un opposant au nucléaire viendra vous voir et vous dire qu'il faut sortir du nucléaire en France parce qu'il y a eu Tchernobyl, dites-lui que cet accident est impossible sur les réacteurs français. Que des gens soient contre le nucléaire, moi je n'ai pas de problème avec ça. Mais si vous devez être contre le nucléaire, soyez-le pour des bonnes raisons. Et Tchernobyl n'en est pas une. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez un peu approfondir le sujet, je vous dirige vers le site Face au nucléaire, que je mets en description. Ce site appartient à l'association des voix du nucléaire. Je mets également leur lien en description. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé après l'explosion et la gestion du nuage de Tchernobyl, je peux vous renvoyer vers deux vidéos. La première, c'est celle de la FIS, et la deuxième, c'est celle du point Genius. Vous allez voir, les deux vidéos sont complémentaires et super intéressantes. Les liens de ces vidéos sont bien évidemment en description. D'ailleurs, en parlant de PH, merci beaucoup d'être passé sur cette vidéo, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Et donc, en parallèle, nous sortons une magnifique vidéo sur les bananes et sur la radioactivité, sur source de vie, pour tout comprendre de ce phénomène aussi intriguant qu'absolument indispensable à notre présence sur Terre. Et pourquoi c'est ça, c'est sur le t-shirt. Et pourquoi il y a... Ça ou ça aussi. Non, mais ça, c'est pas radioactif. Ça. Si. Oui, mais pas autant. Voilà. Oui, mais un peu quand même. C'est plutôt ma vidéo après. Dernier truc avant de vous quitter, j'ai en ma possession un livre. Un livre écrit par mon ami Gontran H. Et qui de mieux que lui-même pour nous parler de son livre? Et le silence. Ah ben ça alors franchement, si je m'attendais à une telle fin, hein. Non mais elle est incroyable la fin. Je ne m'y attendais pas du tout, hein. Franchement, je suis scotché. Non mais franchement, j'avais oublié à quel point il était bon ce bouquin, hein. Je ne l'avais plus lu depuis Bon d'accord, c'est moi qui l'ai écrit, mais quand même. Non, franchement, il est super bon, hein. Ah, je vous le conseille, hein. Ah, ça oui, je vous le conseille, hein. Ah, mais en plus, c'est un roman noir, mais qu'est-ce qu'on s'y marre quand même. Ah, et puis ce style, hein. Franchement, il est encore mieux que quand je l'écrivais. C'est fou. Et puis, et vous allez me dire que bon, mais en venant de la chaîne de mon ami Obiyan pour vous rendre sur www.gontranh.be, il vous suffira d'utiliser le code Obiyan-10 et bim, une réduction de 10% sur tout le site vous sera octroyé. Putain, je parle bien, moi franchement j'ai du vocabulaire, hein, et là-dedans aussi, hein. Octroyé. Tiens, je me demande si j'ai utilisé ce mot dans ce roman. Je vais le relire.
Et nous voilà à la fin de la vidéo. Et c'est le moment de remercier les tipeurs. Merci à vous, grâce à vous, j'ai pu changer de matériel. Vous voyez, la caméra elle a changé. Vous voyez peut-être une évolution dans l'image, dans le son. Et bah tout ça c'est grâce à vous. Donc merci à vous tous. Et si bien évidemment vous avez envie de participer au développement de cette chaîne, je mets le lien de mon Tipeee dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et cliquer sur la cloche pour rater aucune des prochaines vidéos. C'était Obi-Wan qui vous dit que la science soit avec vous. Ça te va? Oui, très bien. Ça va, c'est pour Obi, on pas non plus...